Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran, s'il vous plaît? Les micros sont coupés. Oui, comme j'ai dit de couper les micros dans un premier temps, je ne peux pas entendre les réponses, bien évidemment. Oui, Est-ce que tout le monde voit mon écran? S'il vous plaît. oui, c'est bon. D'accord. Ah, mais par contre, on a un écho et ça va être difficile pour que... Je vais peut-être m'éloigner. Attends. Annie, je vais m'éloigner parce que... Pour éviter un écho. C'est mieux. C'est mieux là, peut-être. Oui, je crois que c'est mieux. Alors, on reprend tout à zéro. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette réunion d'information relative au titre responsable de la gestion des ressources humaines. Nous allons animer cette réunion, ma collègue Annie Sinzi et moi. Nous allons chacune nous présenter à notre tour. Annie, je te laisse te présenter. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis conseillère formation. Je coanime avec Sandra Coudon sur cet atelier pour intervenir sur des questions liées aux étapes d'admission et sur le financement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou via le chat. Donc, je suis là pour ça, pour échanger. Merci Annie. Je suis RH et la filière RH. Donc, j'accompagne des promotions. Les titres RGRH, MRH, donc Bac plus 4, Bac plus 5. Et c'est moi qui vais vous présenter avec Annie ce titre responsable de la gestion des ressources humaines, qui est un titre certifié par l'État de niveau 6, un ancien niveau 2, inscrit au RNCP, et qui fait partie de la filière ressources humaines de la formation continue, qui comporte 3 filières, la filière ressources humaines, la filière management et la filière relations clients. Donc, on a déjà dit que c'était un titre RNCP de niveau 2, donc qui est aujourd'hui, au vu de la nomenclature européenne, classifié au niveau 6. En formation continue, nous ne sommes pas concernés par les ECTS, donc c'est pour ça que ce n'est pas surligné sur la présentation, mais on est bien sur une Bac plus 4, formation continue. Alors, ce titre RGRH peut être enseigné sous 4 modalités différentes. Le temps plein, pour laquelle nous avons 2 sessions par an, qui durent 4 mois et demi, ce qui représente 579 heures environ. Les cours ont lieu de 9h30 à 17h30 ou de 9h à 17h en fonction de la session à laquelle vous serez inscrit. Mais bon, la plage horaire qu'il faut considérer et qui va être précisée un petit peu plus tard, c'est 9, 18, assez exceptionnellement 18, mais ça peut arriver. Le rythme de formation, c'est 5 jours par semaine en continu, du lundi au vendredi. Lorsque vous êtes en temps plein, vous êtes présent à l'IGS en cours sur site ou en travail en autonomie à la maison ou sur un module digital à la maison, mais il faut compter 5 jours de présence en continu. Lorsque vous recevez le calendrier de formation de la part de vos conseillères formation, il faut prêter attention aux durées de chaque journée, parce que toutes les journées ne sont pas forcément à 7 heures. Il y a des journées qui sont de 4 heures ou de 3 heures.
Et pour le reste de la journée, il faut vous rapprocher de votre employeur ou de votre financeur pour pouvoir savoir en fonction du statut que vous avez en entreprise si vous devez poser le reste de la journée en congé ou si vous devez retourner en entreprise. Donc, j'attire votre attention sur le fait que dans le calendrier que vous recevrez, c'est-à-dire que quand vous commencerez la formation, vous n'aurez pas forcément toutes les journées à 7 heures. Donc, soyez vigilants là-dessus. Cette modalité est assortie d'une mission en entreprise qui n'est pas obligatoire parce qu'elle ne rentre pas dans l'obtention du titre. C'est une mission en entreprise que vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire selon que vous souhaitez acquérir un peu plus d'expérience par rapport à l'expérience que vous avez déjà. Ça se trouve, vous êtes peut-être en reconversion, puisque c'est un titre qui est ouvert à la reconversion et c'est une modalité qui est ouverte à la reconversion. C'est vrai que ça peut être intéressant dans ce cas-là d'aller faire une mission en entreprise. Cette mission en entreprise dure 6 semaines. D'accord ? Elle peut aller de 6 semaines à 6 mois. Mais elle va de 6 semaines à 6 mois, 6 mois uniquement pour les demandeurs d'emploi. Et si vous êtes salarié et que vous souhaitez faire une mission en entreprise et que vous souhaitez qu'elle soit au-delà des 6 semaines, il faut absolument que ça soit vu avec votre employeur. De façon à ce qu'après les 6 semaines minimum, vous êtes censé retourner en entreprise. Donc, s'il ne vous accorde pas de poursuivre, il faut retourner en entreprise. Et sachez qu'à partir du moment où vous êtes sur une mission de 6 mois, où vous faites 6 mois de stage pratique, ce n'est plus nous qui... Enfin, il faut se poser la question de votre financement, de votre salaire en tout cas. Voilà. Ce sont des éléments sur lesquels vous pourrez revenir avec vos conseillères et également à la rentrée si vous intégrez la formation. Ensuite, il y a la modalité temps partiel. La modalité temps partiel n'est mise en œuvre qu'une fois par an. Il n'y a qu'une seule session. La formation dure 12 mois et représente 455 heures sur une plage horaire de 9h à 17h ou un peu plus exceptionnellement comme sur le temps plein. C'est un rythme, je vous disais, d'une semaine par mois qui mixe du digital, learning, du full digital learning et du présentiel. Elle est ouverte au contrat de professionnalisation d'adultes et au contrat d'apprentissage. Pour intégrer cette formation dans cette modalité temps partiel, il faut impérativement être en poste. Donc, il n'y a pas de mission en entreprise de stage pratique associé. Le RGRH est décliné aussi sous forme de DLA, Digital Learning Accompagné. La formation dure 14 mois et représente 325 heures. C'est au total 288 heures de suivi de modules. Est-ce que c'est au total 288 heures de suivi de modules, 37 heures d'accompagnement, 20 heures d'évaluation et la formation est découpée en 6 blocs de compétences. Alors, le découpage en 6 blocs de compétences concerne la modalité temps plein et temps partiel également. Hein. Ça, c'est un point commun. Et sur le digital, ça représente à peu près 39 modules. Et il faut savoir que vous êtes en autonomie totale. Chacun, là, il n'y a pas de groupe, vous ne venez jamais sur site en présentiel, vous êtes en autonomie, vous travaillez chacun de vos modules qui sont sous forme d'enregistrement et de différentes séquences, et chaque module est accompagné d'un coaching, d'1 heure de coaching, soit en collectif, soit en individuel, puisque, bien évidemment, lorsque vous travaillez tout seul, lorsque vous apprenez tout seul, vous avez des questions et il faut que nous venions en soutien et en réponse à ces questions de façon à ce que vous puissiez avancer et puis valider vos blogs, valider vos évaluations. Donc, c'est pour ça que c'est du digital learning accompagné. Chaque module est accompagné
1 heure au minimum par un coach. Et c'est pareil, vous avez aussi un accompagnement pour les évaluations. On va parler des évaluations tout à l'heure. 100% digital, donc le rythme de formation, c'est 100% à distance, avec une estimation de temps de travail de 8 heures à 12 heures minimum par semaine. Le temps estimé bas, c'est 8 heures, le temps estimé haut, c'est 12, mais chacun peut, en fonction de ses capacités, sa disponibilité, sa facilité à apprendre, eh bien faire moins de 8 heures ou plus de 12 heures. D'accord ? Il n'y a pas de stage en entreprise parce que pour la modalité digitale, il faut également être en poste. Alors, le RGRH, vous pouvez aussi le suivre et le valider via les certificats de bloc de compétences. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le point commun à chacune des modalités, c'était que la formation était divisée en blocs de compétences, en 6 blocs, et chacun de ces blocs est indépendant. Donc, vous pouvez, pour des raisons de disponibilité, par rapport à votre employeur ou par rapport à vous-même, pour des raisons de financement, venir suivre 1 ou 2 ou 3 de ces blocs de façon ponctuelle pour répondre à un besoin de compétences précis à un moment. Et les blocs que vous aurez suivis, bien évidemment, sont validés par une évaluation, hein, parce que c'est de la certification. Et vous pouvez capitaliser ces blocs. Vous pouvez capitaliser jusqu'à 3 ans, parce que 3 ans, c'est la durée en général d'un titre. Hein, et une fois que vous avez suivi les différents blocs qui vous intéressaient, on complète avec les blocs manquants et la partie fin d'études pour pouvoir obtenir le titre. D'accord ? Donc, c'est soit via 3 modalités, temps plein, temps partiel, digital, en s'inscrivant directement au titre diplômant ou en passant via les certificats par des étapes différentes et par la capitalisation. Est-ce que cette partie-là est claire pour chacun de vous? Tu as des réponses, Annie, sur la conversation, sur le chat ou pas? Non, Non. Pas de question pour le moment. Est-ce que cette partie-là est claire pour chacun de vous? Est-ce qu'ils m'entendent? Alors, désolée, moi je suis arrivée en cours, donc je suis désolée. Je viens d'arriver. C'est pas grave. Alors, je pense que la réponse est oui, ça doit être clair. Bienvenue à vous qui venez d'arriver. Alors, pour la suite, on va passer aux objectifs généraux de la formation. La dimension générale, est-ce que tous les micros sont coupés? La dimension généraliste et opérationnelle du titre responsable de la gestion des ressources humaines va vous permettre de devenir un professionnel reconnu de la fonction RH. D'accord? C'est un titre. Est-ce que tous les micros sont coupés, s'il vous plaît? Annie, le tien? C'est un titre opérationnel. Donc, dans les titres qu'on vous permet de suivre au sein de la filière ressources humaines, il y a les titres qui sont plus généralistes, pratico-pratiques, opérationnels, et les titres plus stratégiques, comme le MRH. Nous, on vient voir sur le RGRH comment on pratique, on fait. D'accord? C'est dans ce titre la possibilité de maîtriser des outils, des méthodes, d'accord, qui sont directement applicables et intégrés dans la gestion des ressources humaines. C'est développer des compétences personnelles aussi, des compétences relationnelles, managériales, puisqu'on peut être aussi emmené à faire du management, et des qualités d'expression. C'est devenir un élément moteur de la gestion des ressources humaines de l'entreprise.
D'accord, c'est une fonction centrale et c'est pour ça qu'on dit que sortant de là en sachant faire, eh bien, vous êtes vraiment un élément moteur de cette fonction dans l'entreprise. Ce titre, il ouvre la porte à des postes en RH, comme par exemple le responsable de la gestion des ressources humaines, comme responsable paye ou administration du personnel, responsable du SIRH, ou alors des postes sur la formation ou le développement RH. Les objectifs, devenir un professionnel reconnu de la fonction RH, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il faut être capable de collaborer avec des DRH, des RRH, de mettre en œuvre des plans d'action RH au niveau de votre périmètre en fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous serez. Hein. C'est être capable de communiquer sur des événements, pas que sur des événements, mais aussi des décisions, qu'elles soient faciles, agréables ou moins agréables, qui vont venir avoir un impact direct sur la vie quotidienne de l'entreprise. C'est pouvoir proposer des actions d'accompagnement de changement, d'accord ? C'est mener des activités et des projets RH pour une population donnée. Identifier et développer des compétences, d'accord ? On va parler directement de GEPP, d'accord ? Assurer la gestion administrative des ressources humaines, mais aussi être garant un peu de toute cette partie dialogue social, législation, réglementation, d'accord ? Être capable d'assurer une veille sur cette partie législative et réglementaire. C'est être en lien avec les IRP, d'accord ? Contribuer aux réunions, les préparer pour maintenir un climat social positif, d'accord ? Ce climat social positif va être en lien direct avec la performance de l'entreprise et puis l'engagement des collaborateurs. Quels sont les avantages de la formation pour vous ? C'est devenir un professionnel reconnu, ça on l'a déjà dit, c'est maîtriser les dimensions législatives, techniques et opérationnelles. Il faut que votre patron puisse compter sur vous dans la maîtrise de ces aspects-là. C'est accéder à une diversité de métiers dont on a parlé tout à l'heure et on n'était pas exhaustif tout à l'heure, donc il y en a plein d'autres. Et c'est renforcer votre employabilité aussi en obtenant un titre certifié, d'accord, par l'État et que de nombreuses entreprises apprécient. C'est aussi intégrer un réseau de 19 000 diplômés IGS, qui sont tous des cadres de la fonction RH et qui exercent dans des domaines différents, partout dans le monde. Et ce réseau, il commence dès le début de la formation, puisque voilà, il y a vous et puis il y a d'autres promotions. Donc, c'est dès ce moment-là que le réseau commence et qu'il faut commencer à s'en servir. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions ? Tout est clair ? D'accord. Alors, l'approche pédagogique. Nos intervenants, ce sont des professionnels de la fonction RH. On travaille plutôt dans une approche collaborative, d'accord, une organisation apprenante et collaborative, qui s'appuie sur le partage, sur le partage d'expériences, au travers des exercices qui vous sont proposés, au travers des cas que vous aurez en évaluation, d'accord, qui sont basés sur des mises en situation qui font appel aux connaissances que vous aurez eues en cours, qu'on vous aura apporté en cours, mais qui font appel aussi à votre expérience, puisque même si vous êtes en reconversion sur le titre temps plein, par exemple, vous arrivez avec une expérience de professionnel qui est intéressante à partager et sur laquelle les intervenants vont s'appuyer lors des travaux en groupe. Et il faut vraiment se positionner comme étant pas
qu'en étant receveur d'une connaissance de l'intervenant, mais comme étant aussi quelqu'un qui apporte quelque chose et qui partage avec le groupe et avec l'intervenant. En fait, l'intervenant apprend de vous, il vous apprend, mais il apprend aussi de vous. Et vous apprenez les uns des autres. Donc, on est vraiment sur un apprentissage collaboratif et ça porte vraiment ses fruits. Ça porte des fruits. C'est vraiment intéressant. En termes de pédagogie, on est vraiment sur plutôt une pédagogie innovante avec des travaux intercession qui sont mis à disposition et accessibles sur une plateforme qui s'appelle Mon Campus, votre plateforme collaborative. C'est là que vous trouverez vos supports de cours. Vous aurez peut-être des fois des travaux à déposer. Vous trouverez aussi d'autres éléments que les supports de cours qui peuvent être comment dire, des bases de données au sein desquelles vous trouverez des informations intéressantes pour votre note d'analyse RH, travail de fin d'études ou pour préparer vos cas ou vos travaux de groupe. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser Mon Campus qui va être riche d'informations. Sur Mon Campus, vous aurez vos supports de cours. Donc, ça veut dire qu'on ne vous donnera pas de papier, de cours papier. Nous sommes Green Campus depuis bientôt 4 ans. Donc, on est sur du zéro papier. On imprime en général que les exercices qui sont à faire en cours, de façon à ce que vous ayez un support papier. Mais les supports de cours eux-mêmes sont sur la plateforme. Vous pouvez les télécharger, bien évidemment. En termes d'accompagnement, maintenant, notre point fort, c'est justement cet accompagnement collectif et individuel. Il est mis en place tout au long de la formation parce que l'objectif, c'est de pouvoir vous soutenir, vous emmener au bout de cette formation, vous soutenir dans votre projet de formation, vous soutenir aussi dans votre projet professionnel et vous aider dans les évaluations. Vous préparez à ces évaluations qui sont la base de la validation de votre titre, en fait. Donc, le but, c'est de ne pas rester seul dans son coin avec des questions, de partager et de profiter des moments d'échange collectif avec les intervenants ou même votre responsable formation pour faire remonter des choses, mais aussi profiter des moments que vous aurez en individuel, pareil, avec votre responsable formation, et des moments que vous pouvez solliciter auprès des intervenants, si par exemple vous n'aviez pas bien compris quelque chose, si vous avez besoin d'être guidé, d'éclaircissement, ou si vous avez quelque chose à partager. Donc, il faut profiter de cet accompagnement, vraiment. Sandra, excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai deux questions. Oui. Une sur le nombre de participants, d'apprenants sur la partie digital learning, sur le format digital learning à peu près. Alors, sur le format digital learning, je vous rappelle que vous n'êtes pas en promo. Alors, quand on est sur site, on est en salle en promo, c'est-à-dire qu'il peut y avoir entre 10 et 25, 29, 30 personnes. Là, par exemple, la promotion RGRH temps plein que j'accompagne, celle d'octobre, elle est de 29. La promotion RGRH temps partiel, elle est de 13 personnes. Mais sur le DLA, vous êtes chacun chez vous, en fait. Vous n'êtes pas en salle tous ensemble. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes qui suivent individuellement la formation. Ça peut aller du coup de peut-être à 25, 30, 35, 40, 45 personnes, puisque ça ne se raisonne pas en termes de quantité de personnes dans une salle, d'accord? Chaque personne est dans son environnement suivant la formation. Mais là où le groupe peut se retrouver, c'est sur la communauté, le lieu où vous échangez avec votre responsable formation, qui est un espace, c'est un forum. Et quand vous êtes en
En coaching, on va dire, en coaching collectif, c'est là qu'on peut mesurer le nombre, de personnes qui participent et en général, on retombe sur des promos à plutôt une vingtaine, 20, 25, 30 personnes. D'accord? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. La personne qui a posé la question, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Je ne suis pas sûre. Je voudrais m'en assurer. Est-ce qu'elle fait un retour, Annie, la personne qui a posé la question? Vous pouvez... Excusez-moi, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Le micro. C'est pas moi qui l'ai coupé et je ne peux plus l'activer. Ça refonctionne. Ça refonctionne, ça y est, vous m'entendez? Parfait. Alors, ce que je disais, je voulais m'assurer que j'avais répondu à la question par rapport au nombre de personnes pour le digital. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'à aucun moment, on se retrouve sur site, ensemble, en salle. Le seul endroit où on se retrouve pour le digital, c'est lorsqu'il y a les coachings, qu'ils soient collectifs ou semi-collectifs, via Teams. Donc, il n'y a pas de notion de nombre de personnes dans une salle en termes de promo. Est-ce que vous comprenez bien ça? Alors, j'imagine que ça, c'est clair. On va passer au découpage par bloc. On va passer au découpage par bloc. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 6 blocs de compétences. Alors, les 6 blocs couvrent l'aspect communication et changement. Donc, le premier bloc, c'est communiquer sur les changements, les décisions, les projets, les actions qui influencent la vie quotidienne des collaborateurs. Il y a un autre bloc qui va plutôt parler de développement des compétences. Donc, identifier, acquérir, maintenir et développer des compétences. Ces compétences acquises et développées vont devoir être rémunérées et continuer à être développées. Donc, c'est un troisième bloc qui va porter sur la partie rémunérer et développer les compétences. Il y a un bloc qui porte sur la gestion administrative RH, la gestion des données RH et l'utilisation du SIRH. Donc, c'est sur ce bloc que nous allons aborder toute la partie ADP, paye, SIRH, contrôle de gestion sociale et tous les chiffres RH en fait, et les données RH. Un bloc sur le dialogue social, participer au maintien du dialogue social positif. Et un autre bloc sur les normes sociales, qui est appliquer les normes sociales afférentes à la fonction RH. Voilà les thèmes des 6 blocs de compétences que vous allez suivre au sein du RGRH. Chaque bloc de compétences devra être validé par une évaluation et une fois que vous aurez validé vos 6 blocs de compétences, il restera la note d'analyse RH qui est le travail de fin d'études que vous devrez mener tout au long de la formation. L'obtention du titre, c'est la validation de chacun de ces blocs de compétences plus la validation de la note d'analyse RH. D'accord? Donc, c'est ça le titre RGRH. Il faut avoir validé les 6 blocs plus la note d'analyse RH pour pouvoir valider le titre. Alors,
là, il y a le détail des blocs. On ne va pas, je ne vais pas rentrer dans le détail des blocs. La présentation vous sera envoyée et vous pourrez prendre connaissance du détail de chaque bloc. Mais pour vous les présenter rapidement, on est sur un bloc qui s'appelle « Communiquer sur les changements », dont l'objectif, c'est anticiper l'ensemble des événements et perturbations de la vie de l'entreprise, c'est communiquer et accompagner les impacts du changement pour préserver le dialogue social et contribuer à maintenir les collaborateurs engagés et les fidéliser aussi. Le bloc 2, c'est identifier et acquérir des compétences, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'objectif, c'est ça, il porte bien son nom, c'est on va chercher, on va identifier quelles compétences, de quelles compétences on a besoin, on va embaucher, on va maintenir et développer ces compétences et tout au long, gérer le portefeuille de compétences de l'entreprise en lien avec la stratégie d'entreprise. Ensuite, le bloc 3, qui portera sur la rémunération et le développement de ces compétences. D'accord, voilà, c'est dit. Et le bloc 4 sur la partie administration des ressources humaines, gestion des RH et du SIRH, c'est maîtriser la gestion administrative, savoir faire le lien avec la réglementation aussi, parce que c'est un bloc qui va faire pas mal appel à la réglementation, puisque l'administration du personnel est en lien avec le droit individuel. Vous allez aborder la paye, qui elle aussi est très réglementée. Hein. Vous allez voir comment on établit une paye. Vous allez aborder l'ensemble des processus RH, comment les optimiser. Donc, de l'ensemble des blocs du titre, celui-ci est assez important et très souvent sur le temps plein, il va intervenir plutôt après, et bien sur le temps partiel aussi d'ailleurs, plutôt après qu'on ait abordé la partie droit social, droit du travail, donc droit individuel, pour pouvoir avoir un socle pour comprendre ce qui se passe dans ce bloc. Le bloc 5, participer au dialogue social et améliorer la qualité de vie au travail. C'est acquérir des méthodes pour créer un climat d'échange qui favorise le dialogue avec les diverses parties. D'accord, pour développer l'engagement individuel et collectif. Et le bloc 6, qui applique les normes sociales et anticipe les risques contentieux, c'est vraiment là acquérir des compétences pour pouvoir garantir l'application équitable des normes juridiques pour la fonction RH et bien évidemment actualiser en permanence ses connaissances juridiques puisque c'est une matière, c'est un domaine qui bouge en permanence. D'ailleurs, comme sur le bloc 4 de tout à l'heure. Voilà ce qu'il en est pour les 6 blocs de compétences. Je vous ai dit que chaque bloc était évalué par un cas ou autre, mais chaque bloc est évalué. Il faut avoir validé les 6 blocs, plus la note d'analyse RH pour pouvoir obtenir le titre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en termes d'obtention de titre, on a tenu à vous partager notre taux de réussite de l'année 2022, qui sur le titre RGRH, toutes modalités confondues, est à 93%. Donc, ça montre que c'est un bon accompagnement à la réussite sur ce titre pour arriver à ce pourcentage de réussite. Ça montre aussi que c'est réalisable, puisque 93% de ceux qui sont passés l'ont eu. Et comment ça se passe? Eh bien, sur la modalité temps plein, temps partiel, vous avez temps plein, temps partiel, hein, et DLA, vous avez des études de cas qui sont individuelles ou collectives par bloc, d'accord? Sur le DLA en particulier, chaque bloc est validé par un cas de synthèse qui, lui, n'est pas noté. C'est juste pour vérifier que vous avez
bien compris ce que vous avez appris, en fait. On vient juste, par des quiz et d'autres types d'exercices, voir si vous avez compris. Mais il n'y a pas de note. Il n'y a pas de note, il y a simplement un pourcentage que vous devez atteindre de bonnes réponses sur les différents quiz, qui est de 75%. Ça concerne les modules. Et l'évaluation qui va être certificative, elle, à son tour, c'est celle que vous aurez pour le bloc de compétences, qui sera noté et qui sera assorti d'un oral, tout simplement parce que vous êtes à distance et il faut vraiment s'assurer à un moment que le travail qui a été réalisé a bien été réalisé par vous. Et donc, d'où l'oral pour vous avoir via Teams en face à face et vous faire vous exprimer sur le travail que vous avez fait. Donc, on retrouve les études de cas individuelles ou collectives pour le temps plein, temps partiel, et on retrouvera pour la modalité DLA plutôt des études de cas ou des serious games. Une fois que vous avez validé tous vos blocs, on va parler de la validation de la note d'analyse RH. Cette note d'analyse RH que vous aurez travaillée tout au long de la formation, c'est une problématique RH que vous choisissez et que vous travaillez selon une méthodologie collective qui vous sera enseignée et qui donnera lieu à une soutenance. Donc, il s'agit de la remise d'un rapport de 40 pages, d'un travail de 40 pages, qui est à remettre entre 3 et 5 mois après la fin de la formation, selon que vous soyez en temps partiel ou en temps plein. En général, sur le temps partiel, c'est plutôt entre 3 et 4 mois après la fin théorique, et sur le temps plein, c'est plutôt entre 4 et 5 mois, parce qu'on tient compte des personnes aussi qui auraient un stage pratique, qui auraient choisi de faire le stage pratique. Donc, une quarantaine de pages hors annexe, pour lesquelles vous serez accompagné de façon collective via la méthodologie et de façon individuelle par un tuteur méthodologie qui vous accompagne pendant 5 heures pour pouvoir travailler cette note d'analyse. L'objectif, c'est de vous aider à réfléchir, de vérifier que vous restez bien dans les attendus du titre qui sont dans la méthodologie. Et c'est vous soutenir aussi, hein, vous pousser à réfléchir et voilà, être présent pour suivre l'évolution de votre travail et vous remettre un peu sur rail quand vous ne l'êtes plus. Pour le DLA, la note d'analyse RH, c'est pareil, hein, c'est la même parce que vous avez, quelle que soit la modalité, vous ressortez avec le même diplôme. Elle sera à remettre 3 à 4 mois après la fin de la formation, un peu comme sur le temps partiel. Et c'est pareil, vous choisissez vous-même votre problématique et vous êtes accompagné de la même façon par un tuteur méthodologie pendant 5 heures. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes en DLA que vous ne bénéficiez pas du même accompagnement pour ce travail de note d'analyse RH. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les évaluations? Non, il n'y a pas de questions pour le chat. Après, directement peut-être. Est-ce que c'est clair pour les évaluations? D'accord, donc on va dire que c'est clair. Pas de réponse. Alors, en quoi consiste cette note d'analyse RH, hein? En quelques mots, c'est un livrable de fin d'études, ça vous l'avez compris, qui sert à valider le titre aussi. C'est une note de synthèse sur un sujet RH d'actualité, plutôt d'actualité, avec un diagnostic fondé sur l'analyse RH d'une entreprise, d'accord, et l'élaboration d'une préconisation. Donc, pour le dire autrement, on est sur un travail professionnalisant, on n'est pas sur un travail académique. Donc là, on va vous demander d'aller, on va vous demander une note de synthèse sur ce sujet RH, mais on va vous demander d'aller benchmarker pour pouvoir analyser et mettre en comparaison des choses afin de voir comment ça se passe dans votre entreprise, voir comment ça se passe ailleurs et
émettre une préconisation sur comment on pourrait faire ou oui, comment on pourrait faire, sans aller dans la solution, mais plutôt dans la préconisation. Et on a réduit, les préconisations sont à une, on vous demande une seule préconisation, mais on attend de vous que cette préconisation soit réalisable, qu'elle soit en lien vraiment avec votre problématique. Ce ne sont pas des choses forcément évidentes, mais on est vraiment dans l'accompagnement avec vous pour vous expliquer comment on fait ce genre de choses. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà rédigé des exercices de ce type, qui pourraient s'apparenter à des mémoires ou autres. Attention, là, on est sur quelque chose de très spécifique, sur quelque chose de professionnalisant et sur quelque chose qui comporte un attendu de la part de l'IGS et de la part de ce titre qui est déposé au RNCP, note d'analyse qui est déposée également. Donc, voilà, on fait très attention à ça et on vous demandera aussi d'y faire très attention. Il a un sens, ce travail. Il permet de développer des compétences aussi. Hein. Il est formateur, il est certifiant, il valide, il est sommatif, mais il est aussi formateur. Ça vous permet d'identifier un sujet RH et de formuler ce sujet RH sous forme de problématique. Ça se dit comme ça paraît tout simple. À faire, ça l'est des fois moins. Vous permet aussi de mettre en œuvre une méthode d'analyse, parce que c'est ça qu'on va attendre de vous dans cette note, c'est de pouvoir analyser, mais de faire ça de façon structurée, de façon cohérente, mais c'est aussi comme ça que votre employeur va peut-être être amené et va être en droit de vous demander d'aborder certains sujets, d'accord ? C'est émettre une préconisation en lien avec cette problématique, quelque chose de cohérent, quelque chose d'adapté, quelque chose des fois de novateur. Et c'est pouvoir rédiger un document de qualité, rédiger un document de qualité dans la forme et dans le fond. Donc là, on va parler de syntaxe, on va parler d'orthographe, on va parler de ce genre de choses. Et c'est ce que vous aurez à faire tout au long de vos évaluations aussi. D'accord ? Rédiger de façon qualitative et cohérente. Voilà, cohérente. Donc, toutes ces compétences-là, on fait en sorte que tout au long de la formation, vous puissiez les acquérir, voire les développer, puisque vous arrivez déjà avec une partie de ces compétences existantes. Il faut les développer, il faut les pousser plus loin. Donc, ce travail de note d'analyse RH, il vient faire il vient faire cet apport et ce développement de compétences clés, en fait. Voilà pour la note d'analyse RH. Est-ce que vous avez des questions sur la note d'analyse RH? Sur ce travail de fin d'études? Il n'y a pas de questions? Moi, oui, je vous en prie. Diagnostic mais du coup, si on est plus à fond de la alors, pendant la ça coupe, c'est assuré, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous pouvez mettre votre question dans la conversation, dans le chat? Comme ça, Annie va nous... Parce que c'est assuré, là, je pense que le réseau n'est pas vraiment en notre faveur, là. D'accord. Écrivez votre question, comme ça, Annie va nous la partager. Et je réponds. D'accord? D'accord. Merci. Donc, en attendant qu'on puisse... Alors, si d'autres personnes ont des questions sur la note d'analyse RH, n'hésitez pas, allez-y, posez-les ou sur un autre sujet qu'on a déjà abordé. Hein. Posez-les dans la conversation, on va partager tout à l'heure. Alors, on arrive aux conditions d'admission. Annie, on fait peut-être un petit point. Est-ce que tu as des choses à partager avec nous en termes de questions? Oui, en fait, au niveau donc des modalités de conditions d'admission, comme le programme amène un bac plus 4, titre certifié niveau 6, il est demandé en prérequis diplômant d'être titulaire d'un bac plus 2, peu importe le domaine de compétences. Donc, bac plus 2 et avoir 3 ans d'expérience minimum professionnelle. Pour les personnes qui seraient titulaires d'un bac validé, tout secteur d'activité confondu, seront amenés à un examen d'entrée, ce qui est notifié un petit peu en dessous, donc une validation de niveau d'entrée.
En fait, c'est un test rédactionnel qui repose sur un cas pratique RH d'entreprise qui est en lien avec le contenu du titre qui vous intéresse. Donc, au niveau des conditions d'admission, les candidats, après avoir échangé avec leur conseillère formation sur leur projet, la conseillère vous a envoyé tous les éléments. Donc, il faut recevoir un dossier de candidature complet avec tous les éléments demandés. Ensuite, s'il n'y a pas de test à passer, le dossier est remis à la responsable formation concernée. Vous recevez un quiz de positionnement, s'il n'y a pas de test. Vous recevez un quiz de positionnement qui est une grille de compétences à compléter, qui repose toujours sur des thématiques du programme. Et au vu de vos réponses, ça va amener un pourcentage de compétences acquises ou non acquises par rapport au contenu. Et ça amène, sous réserve et sous condition, bien évidemment, lors de l'entretien final avec la responsable, à une éventuelle réduction de parcours s'il est mesuré que vous avez déjà en compétences acquises un bloc entier. Ça, c'est pour des conditions où il n'y a pas de test à passer. S'il y a un test à passer, on est sur le même cheminement. Un dossier de candidature à recevoir, c'est toujours la première étape. Ensuite, il est remis à la responsable. La responsable vous contacte pour le test, la mise en place du test. Là, je te passe le relais, peut-être Sandra, c'est sur une matinée à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Le test de validation de On ne vous entend pas. Oui, le micro est coupé. Oui. Oui, toujours. Désolée, il y a un petit problème technique au niveau du micro de Sandra. Donc, en fait, je vais continuer juste, Sandra, puisqu'on est dans le même espace, tu m'entends. Pour le test, en fait, c'est un cas pratique d'entreprise RH qui est sur une matinée. Alors, suivant les modalités, si vous avez postulé pour un programme temps plein, le test se met en place à l'IGS Paris 17e. Si c'est pour la formation à distance, il y a un test, ça peut se réaliser à distance. Voilà. On peut aussi réaliser le test. Si c'est possible, on peut réaliser le test. D'accord, donc Sandra me précise, je fais le relais, puisque le micro ne fonctionne toujours pas, désolée. Donc, en fait, je faisais un détail sur les tests. Si la formation est présentielle, c'est en présentiel, non. En fait, elle vient de me préciser que peu importe les modalités de programme, ça peut être fait aussi à distance. D'accord, donc on s'adapte de toute façon, suivant les plannings de tout un chacun. Donc, pour reprendre un petit peu les modalités, je m'étais arrêtée un petit peu sur le test. Donc, une fois que le test est réalisé, il est soumis à un jury interne. Pour cette raison, il y a un coût de 150 € pour le test. La responsable revient vers vous pour vous notifier la réussite ou pas, on espère la réussite du test. Si le test est réussi, ça permet l'entretien final de motivation qui est en place donc pour tout le monde, qu'il y ait des tests ou pas en fait. C'est juste qu'il y ait une étape supplémentaire entre réception de dossier et l'entretien pour les personnes qui auraient un test à passer. Donc, il est notifié, je précise parce qu'on a eu beaucoup la question, sur le quiz de positionnement, on demande souvent s'il s'agit d'un test. Donc, ce n'est aucunement un test. C'est une grille de compétences. C'est pour avoir une photographie des acquis que vous pourriez avoir déjà par rapport au programme, au contenu. Mais ce n'est absolument pas rédhibitoire. Je parle sous ton contrôle, Sandra. C'est pour avoir une photographie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour une éventuelle réduction de parcours. Mais vraiment sous réserve, bien sûr.
c'est déclaratif. Oui, c'est que du déclaratif, en fait. Dans le cas souhaitable, c'est que chacune ne se estime pas, mais ne estime pas non plus, pour essayer de. D'accord. Alors, je ne sais, je pense que je vais fermer mon micro pour voir si tu fais un test sans. Non, mais je reviens puisque ton micro apparaît toujours coupé. Donc, en fait, la précision concernant le quiz, c'est qu'il faut que vos réponses soient vraiment en lien avec la réalité. Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas surestimer non plus, puisque voilà, ça donne un état réel de vos acquis éventuels. Je dis bien éventuels parce que si on prend l'exemple du temps plein qui est ouvert aux reconversions, avec un projet bien sûr, mais aux reconversions, bien évidemment, surtout le questionnaire, s'il y a des questions RH, évidemment, vous serez peut-être en non-acquisition, ce qui est bien normal. Donc, je répète que c'est vraiment pas rédhibitoire. Donc ensuite, il y a l'entretien final avec la responsable qui est basé sur un échange d'1 heure sur votre parcours professionnel, votre situation actuelle et votre projet pour mesurer votre motivation, voir si votre projet est bien en cohérence avec le contenu du programme, voir si tout est très cohérent. Et c'est la responsable formation, après 1 heure d'échange à peu près, qui notifie l'admission ou pas de la personne et vous recevez un email dans ce sens. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Du coup, on a un test d'auto-positionnement qui sert en fait à avoir une photo de notre connaissance RH. Et suite à ce test, on passe l'entretien qui valide Oui, notre ça, c'est-à-dire, inscription définitive finalement. voilà, c'est Mais ça. on est amené à payer 150 € pour ce test sans savoir si notre entretien… Oui. Non. Je précise, excusez-moi, je n'ai pas été très claire. Donc, en l'occurrence, pour les personnes, je vais prendre votre cas, par exemple, madame, vous auriez un test à passer ou pas? Du coup, je pense que je n'ai pas bien compris dans quel cas on le passe et dans quel cas on ne le passe pas. Je pense que En j'ai fait, zappé si l'info. vous êtes entendu, si vous êtes titulaire, le prérequis pour aller vers ce programme, c'est Bac+2. Les personnes, dans la colonne de gauche, si les personnes ont Bac+2 validé, il n'y a pas de test de niveau d'études, ce qui est marqué en dessous du titulaire du bac, dans le PowerPoint, si vous avez, en le visionnant. Donc, en fait, les personnes qui ont Bac+2, il n'y a pas de test à passer, mais il y aura un quiz de positionnement, ce qui est marqué test d'auto-positionnement. Ça, c'est complètement gratuit, mais ce n'est pas un test de niveau d'entrée, puisque vous avez le prérequis Bac+2, peu importe le domaine. D'accord, c'est très clair. C'est clair? Oui, parfait, merci. D'accord, non, mais il faut surtout ne pas hésiter pour que ce soit très clair. Merci à vous. Et si vous êtes titulaire d'un bac, donc vous n'avez pas le Bac+2 minimum, dans ce cadre-là, il y a une validation de niveau d'entrée, de test de niveau d'entrée qui a un coût de 150 € puisque visé par un jury interne. Et une fois réalisé ce test, après résultat, il y a quand même après le quiz d'auto-positionnement qui est encore une fois gratuit et qui est pour tout le monde. Je vous remercie. Je vous en prie. Excuse-moi, Sandra. La VNE vient simplement remplacer Oui, voilà, c'est ce qui traduit, je traduis parce que vous n'entendez pas Sandra. Donc, elle précisait que la VNE, en fait, ça confirme, ça remplace le prérequis qui est manquant, puisque le niveau d'écriture, c'est pour mesurer vraiment le niveau d'écriture, le niveau rédactionnel, en fait, la VNE. Donc, les personnes qui réussissent leur VNE, on considère qu'elles ont un Bac+2. Voilà. Donc, on peut peut-être passer. Non. Ah, vous précisez, si j'ai un petit message en disant que le PowerPoint n'est pas très clair. Une petite question. À quel niveau?
J'aurais voulu savoir environ, approximativement, la classe de Digital Learning sera composée de combien de personnes environ? La prochaine rentrée, je ne sais pas. J'ai pas Alors, on ne vous entend pas, je n'entends pas du tout ce que Ah, vous dites. d'accord, je vais traduire. Donc, en fait, oui, pour le nombre, Sandra Coudon ne peut pas encore se prononcer sur le nombre d'inscrits, mais est-ce qu'on peut dire, Sandra, que c'est entre 25 personnes? On peut dire que très souvent, le minimum sur le là, c'est plutôt 25 personnes. D'accord. C'est assez petit. 20-25 personnes à peu près, pour vous donner une idée. D'accord, merci beaucoup. En sachant qu'il y a des rentrées par bloc. Mais oui, c'est ça, parce que le digital learning, comme nous proposons aussi des rentrées sur des blocs, il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément aller sur du diplômant, mais qui peuvent être intéressées par un bloc de compétences. Donc, ces personnes vont rejoindre le groupe diplômant, ce qui veut dire que ça va amener des personnes supplémentaires au groupe. Donc, entre 20 et 25, ça peut être plus. D'accord, merci de ces précisions. Je vous en prie. Je regarde les autres questions. Je crois qu'on y a répondu. Est-ce que PPT nous disait que ce n'était pas clair dans le programme? Oui. Est-ce que la partie le test. Tu es en train de régler le micro, je pense. Merci Mathieu. Bon, on va essayer de régler la question de notre micro, mais ça ne marche pas. Donc, une réunion d'information pas comme les autres. Donc, on n'a plus de questions, Annie, sur la VNE et tout ça. Non, mais je crois que ça ne marche pas. Mathieu a essayé, mais ça ne marche pas. On vous entend très bien. Hein. Ok. Moi, vous entendez maintenant? Oui, c'est pour ça que je mettais un bon, post sur le chat. Ah, merci. Merci beaucoup. Bon, alors, c'est plus confortable. On va juste faire un autre petit point rapide sur la question du prérequis et de la VNE, puisque j'ai pu comprendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. En fait, le prérequis, c'est la condition que vous devez remplir pour pouvoir accéder au titre RGRH. Si vous n'avez pas cette condition, nous, en interne, nous avons mis en place ce petit examen qui s'appelle validation du niveau d'entrée. Peut-être avez-vous entendu parler à l'époque de la VAP, validation des acquis professionnels. Elle n'existe plus, elle a été remplacée par la validation du niveau d'entrée. Ceci appartient à chaque établissement. Donc nous avons mis en place un petit exercice qui va mesurer surtout votre capacité à écrire, votre facilité à répondre, à faire un petit devoir, à faire une synthèse, à donner votre avis sur une situation RH sans qu'on attende de vous que ça soit quelque chose d'absolument parfait, parce que sinon vous ne viendriez pas en formation. Ça nous donne simplement un aperçu, quelque chose qui nous dit cette personne n'aura pas trop de difficultés dans l'écrit, dans la compréhension, etc. Donc, cette VNE, elle coûte 150 €, c'est ce qu'a dit Annie. Elle coûte 150 € parce qu'à un moment, il faut que nous la fassions corriger. Donc, on ne peut pas l'offrir. Une fois qu'elle est corrigée et validée, quand on a quand on est à ce stade, là, on dit, ça y est, le prérequis qui n'existait pas via Bac+2, eh bien, on y a pallié. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'à l'étape du prérequis. Il reste encore la candidature et l'admission pour suivre le titre. Donc, on étudie par la suite votre dossier de candidature qu'on vous demande de soigner tout particulièrement et de nous donner le maximum d'informations dans ce dossier de candidature pour qu'on vous aide à prendre une bonne décision en termes de titre choisi. Une fois que ce dossier est étudié, on vous envoie un test d'autopositionnement. Ce test d'autopositionnement n'est pas un test d'entrée,
il ne conditionne pas votre entrée dans le titre, il est conçu sur l'ensemble des compétences qui sont à valider dans le titre. Et nous, dans ce test, on vous demande tout simplement où vous en êtes de ces compétences. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses? Oui, non. Est-ce que vous l'avez fait en autonomie? Oui, non. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur les titres RH? Vous n'aurez que des petites choses à cocher et le résultat de ce test, qui n'est que du déclaratif de votre part, nous permet de voir si, par exemple, vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la paye ou l'administration du personnel, on ne va pas vous faire resuivre la formation, les modules paye ou administration du personnel. On va vous proposer de passer cette fois-ci un petit examen, une petite évaluation qui va venir confirmer ce que vous nous avez dit dans cet autopositionnement et qui va vous permettre de ne pas suivre ces modules sur lesquels vous avez suffisamment d'expérience et où il n'est pas nécessaire de vous faire perdre du temps. Voilà la différence entre la VNE et le test d'autopositionnement. Le test d'autopositionnement, il est valable pour tous les titres, sur toutes les filières. D'accord? Et ce n'est que du déclaratif, ça ne conditionne pas du tout votre entrée. Vous pouvez avoir du non partout, ou du oui partout, ou un peu de oui, un peu de non. Voilà, on saura simplement là où vous avez plutôt des facilités et là où on pourra vous alerter en vous disant là, vous allez devoir travailler un petit peu plus. À la limite, il sert à ça et à faire des réductions de parcours. Est-ce que c'est bon pour vous? Je n'ose pas toucher à mon micro. On ne sait jamais. En tout cas, mais je suppose que ça doit être bon. Voilà. Si personne ne dit que ça ne va pas, c'est considérer qu'on peut passer à la suite. Alors, Annie, vas-y. En fait, il faut savoir que nous avons au sein d'IGS un département en DGS qui permet aux personnes en fait, qui sont sous un handicap léger ou plus important, parce que nous avons beaucoup de personnes dans cet accès-là, de manière à ce que ces personnes puissent suivre la formation dans un confort et répondre à ce qu'elles ont besoin, tout simplement. Donc, nous avons un contact, donc une collègue qui s'occupe de ce département, qui est Aude Bénin. Et vous aurez notamment, nous avons mentionné son mail et son téléphone pour les personnes qui seraient susceptibles de souhaiter des informations à ce sujet. Elle est spécifiquement la personne qui est en charge de ça. Donc, sur la partie en DGS, je vais vous apporter une petite précision. C'est important, c'est mieux et c'est important que vous nous signaliez à nous, équipe pédagogique, en tout cas à votre responsable de formation, si vous avez une situation de handicap qui va nécessiter un aménagement en termes de mobilier ou en termes de temps par rapport aux évaluations et sur peut-être d'autres aspects. Il ne s'agit pas pour nous d'aller dans la confidentialité des choses qui vous concernent, qui peuvent concerner votre santé et autres. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre tous les facteurs, toutes les possibilités pour vous accompagner à la réussite. Donc, si vous avez besoin d'un siège en particulier, il faut nous le dire. Si vous avez besoin de temps en plus pour les évaluations, il faut qu'on le sache, de façon à ce qu'on puisse vous accompagner et activer les démarches auprès de la cellule en IGS. Cellule que vous pouvez contacter directement sans passer par nous, mais à un moment, pour que les choses se passent bien pour vous et au mieux pour vous pendant la formation, il faudra quand même que vous abordiez le sujet avec votre responsable formation. Voilà, je voulais vous préciser cela parce qu'en cours de formation, ça peut mettre un peu plus de temps à mettre en place si jamais il y avait des choses en particulier à faire. Voilà, je vous le dis parce que on est en train de le vivre là, donc voilà, n'hésitez pas.
c'est fait en toute bienveillance en plus. Voilà, Annie, je te rends la main. Je t'en prie, c'est important de préciser ces éléments. Alors, prochaine rentrée. Alors, pour les prochaines rentrées, donc vous aurez le responsable gestion RH en temps plein. Temps plein, la modalité temps plein se déroule à l'IGS à Paris dans le 17e, métro Malesherbes. Et en fait, démarre le 19 février jusqu'au 2 juillet inclus. Le stage mentionné est facultatif, dans le sens où il y a des personnes qui vont effectuer la formation et arrêter au 2 juillet, et d'autres personnes qui souhaiteraient appliquer en formation, donc qui doivent absolument trouver une entreprise pour pouvoir appliquer le stage en continuité de la formation. Vous pouvez le constater au niveau des dates. Donc, il n'y a pas d'écart. Je réponds en même temps à une question tout à l'heure, j'avais répondu sur le chat. Le stage ne peut pas être fait en différé. En fait, c'est obligatoirement en continuité. Donc, au niveau ensuite de la session, la même session, mais qui est organisée en digital learning accompagné, dans ce que nous appelons le DLA. Digital learning accompagné, bien évidemment, l'accompagnement, vous verrez dans les calendriers que vous recevrez de votre conseillère en formation, ils sont extrêmement détaillés. Vous êtes complètement accompagné pour chaque module. En fait. Donc, les promotions, la prochaine est le 22 janvier jusqu'au 15 mars 2024. Je crois qu'il y a une petite erreur. 22 janvier, en mars 2025, ça doit être, je pense. Au niveau, donc, il y a deux possibilités de rentrer, en fait, pour le Digital Learning accompagné. Vous avez soit commencé le 22 janvier au 15 mars, mais je pense qu'il faut entendre 2025. Et la deuxième possibilité, une deuxième session qui démarre le 18 avril au 2 juin. Pareil, il faut considérer 2025, pas 2024. Donc, à partir de là, voilà les prochaines sessions. Et comme je l'ai précisé dans le chat, il faut savoir, parce j'ai souvent eu la question, votre conseillère est à même de vous répondre sur tous les programmes et toutes les modalités de chaque programme. Là, si vous avez un intérêt sur le temps plein et puis qu'après coup, vous vous rendez compte que c'est plutôt à distance, il n'est pas nécessaire de refaire une demande sur le site. La conseillère qui vous renseigne sur le temps plein est à même de le faire aussi sur l'aspect à distance. Et vous expliquer les prérequis, les modalités, bien évidemment. Après, Sandre, voilà. Donc, au niveau des tarifs, donc vous le verrez encore une fois, parce que quand on vous envoie des mails, on vous envoie tout. Hein. Vous avez les calendriers, les dossiers, le devis, vraiment tout. Donc, pour la session qui démarre, en fait, le 19 février, c'est sur 553 heures. Le coût de formation est à 15 400 € net de taxes. Je précise au passage que nous avons depuis récemment proposé pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, puisque ce titre et ces formats surtout en temps plein est ouvert aussi aux personnes qui seraient en recherche d'emploi, moyennant un vrai projet, mais au niveau de la tarification, au lieu des 15 400 € net de taxes, nous proposons 10 000 € net de taxes. Donc ça, c'est exclusivement pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Pour le titre Digital Learning accompagné, le coût de la formation, c'est toujours moins cher puisqu'il n'y a pas de présentiel d'intervenant. Donc, c'est sur 325 heures sur un coût de 8 900 € net de taxes. Pour les financements, je fais un peu un aparté. Nous pouvons évidemment faire des échelonnements de la somme. Comme nos titres sont reconnus par l'État, chaque modalité, parce qu'on est toujours sur le même titre, chaque modalité est éligible au CPF. Donc, avec des cofinancements possibles. Il peut y avoir une partie CPF, une partie entreprise, le reste en financement personnel avec un échelonnement. Nous avons aussi deux partenaires bancaires pour des prêts formations
comme pour des étudiants, sauf que c'est destiné aussi à un public adulte, à des taux assez bas, puisque le prêt Société Générale est à 0,89 au niveau du taux, la HSBC est à 0,8. Donc, de la même façon, si vous souhaitiez recevoir ces pièces pour les contacter directement, puisqu'on est juste relais, contactez votre conseillère attitrée. Bien évidemment, une petite précision pour le temps plein, même s'il y a des modalités d'échelonnement, il faut avoir fini de régler l'échelonnement avant de soutenir la note d'analyse. Et la même chose pour le à distance, il faut avoir terminé le règlement avant la note d'analyse finale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une question sur le chat, sur le contact de Natoma Barrault. Vous demandez le contact de Onmenen, peut-être? Peut-être, oui, je pense. Si vous pouvez peut-être préciser sur le chat, s'il vous plaît. De toute façon, la présentation va être envoyée, donc vous aurez le contact de Andy GS. On vous enverra la présentation qu'on est en train de vous partager par mail. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur Je vois une question, Sandra, excuse-moi, sur justement sur les financements. Il n'y a aucun de l'État comme Pôle emploi de la région de France. Nous avons, donc pour ça, je vais en parler un petit peu après, parfait, de me devancer, pour une autre modalité de financement pour les personnes justement qui sont en recherche d'emploi. Alors, ça passe pas par Pôle emploi, ça passe directement par la région. Ça s'appelle l'aide individuelle de retour à l'emploi, AIRE. Et en fait, c'est l'organisme de formation, en l'occurrence nous, qui faisons la demande après admission. Donc, pour cela, il est nécessaire que vous retournez dans les éléments. Je m'entends en écho, ça me reste. Mais il est coupé, là. Ok. Désolée, je m'entendais en écho. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'AIRE, ce n'est pas Pôle emploi qui gère cette demande, c'est l'organisme de formation. Donc, nous, mais ça se fait après admission, bien sûr. À ce moment-là, la responsable formation va renseigner sur un logiciel de la région votre demande de prise en charge. Donc, la conseillère qui recevra votre dossier aura besoin d'avoir comme élément un avis de situation Pôle emploi et votre dossier, bien évidemment. Et donc, après admission, la responsable complétera votre demande sur le logiciel de la région, avec aussi le montant de votre CPF. Si vous avez du CPF, c'est très important de le mentionner aussi à votre conseillère formation pour qu'elle relaye toutes ces infos à la responsable, donc pour qu'elle les ait en instance. Il faut savoir qu'au niveau de la région, on a eu des informations un peu contradictoires ces derniers mois. Comme ils ont eu beaucoup de demandes, je parle évidemment de la région Île-de-France. C'est essentiellement Île-de-France. Donc, en l'occurrence, là, les demandes que nous pouvons faire en tant qu'organisme auprès d'eux, ce sera qu'à partir de début janvier. Vous pouvez le faire visiblement à partir de début décembre. Voilà, donc c'est maintenant, c'est début janvier. Donc, juste pour information au passage. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a ça. Si jamais, au niveau du retour de la région, puisque la demande à la région doit être faite 6 semaines avant le premier jour de formation. Donc, à partir de là, c'est la région qui revient vers nous, puisque c'est nous qui avons instruit. Et à ce moment-là, c'est votre conseillère qui vous contacte pour vous dire, voilà, la région prend tel ou tel montant. Et on vous envoie évidemment le document formel de la région qui précise le montant de la prise en charge.
à partir de là, s'il y a un reste à charge par rapport à la région, donc vous pouvez faire une demande à ce moment-là à votre conseiller Pôle emploi en l'informant que IGS va refaire une demande, mais non plus pour la région puisque vous aurez le résultat, mais pour l'AIF, aide individuelle formation, qui se fait aussi par l'organisme de formation sur un autre logiciel qu'on appelle Kairos, qui va directement sur votre espace Pôle emploi, que vous devrez valider. Et ensuite, c'est votre agence Pôle emploi qui aura en finalité la demande et qui validera en fonction de leur budget. Donc, pour répondre à votre question précisément, oui, il y a possibilité au niveau de la région que nous fassions une demande. Et si vous avez du CPF, évidemment, c'est toujours un plus puisque ça minimise leur prise en charge. Donc, voilà un petit peu, je ne sais pas s'il y a des questions encore par rapport à ça. Donc là, c'est une des sources de financement. Encore une fois, votre conseillère formation sera à même de lister tous les financements possibles concernant votre situation. Parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment. Là, la question était sur ça, mais les financements, il n'y a pas de souci. Alors là, une question sur le CPF de transition professionnelle pour les personnes en reconversion. Donc là, voilà, ce que je pourrais vous dire va vous être reprécisé par votre conseillère. Donc, il y a possibilité, évidemment, attention au délai, parce que là, il y a au niveau des sessions, pour la session RGRH temps plein du 19 février, c'est trop tard. Pour la session du même titre en Digital Learning accompagné de janvier, donc en l'occurrence pour ce programme, c'est trop tard. Il ne sera possible maintenant pour le Transition Pro que si c'est en Digital Learning accompagné pour la prochaine session qui sera en avril, début avril. Et après, ce sera plus possible, il faudra attendre fin 2024. Voilà, au niveau des financements, au niveau de Transition Pro, j'ai répondu au niveau des délais, reconversion. Donc après, il ne faut jamais hésiter au niveau de Transition Pro d'aller sur leur site. Vous pouvez assister à des webinaires pour qu'ils vous renseignent sur les modalités et votre conseillère formation, encore une fois, qui vous explique tout le process. Ne vous inquiétez pas, tout n'est pas précisé à ces webinaires, c'est juste, on liste un petit peu les grandes lignes, en fait. J'ai ma collègue Nadine Noriga qui a répondu aussi peut-être sur une de ses candidates. Donc, voilà. Oui, sur les blocs de compétences, donc, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Il faut savoir que des personnes, on va prendre le cas du temps plein pour ce qui est 100% présentiel, une personne qui ne souhaite pas forcément aller sur du diplôme, qui, au vu des 6 blocs de compétences qui composent le titre, souhaite suivre un des blocs en pur présentiel. Donc, à ce moment-là, la personne, en fait, va, moyennant les dates envoyées par sa conseillère, va rejoindre le groupe qui suit, lui, la formation diplômante. Mais au moment où ce groupe est sur cette thématique-là, tout simplement. Donc, en fait, ce n'est pas une formation à part. Il y a la formation diplômante, qui est la base de tout. Et les personnes qui veulent d'une façon un peu plus hachée ou zoomer sur un domaine de compétences vont suivre un bloc. Et si vous vous dites, oui, OK, mais comment le bloc? C'est très simple, vous rejoignez le groupe. D'où provient ce bloc, en fait? Si c'est temps plein que vous préférez, vous rejoignez le groupe temps plein. Si c'est le à distance, de la même façon, vous rejoignez le groupe à distance. Et j'apporte une petite précision aussi. Au niveau des prérequis qui sont demandés pour les blocs de compétences, à partir du moment où vous rejoignez un groupe et vous intégrez un groupe qui suit le diplômant, on va vous demander les mêmes prérequis. Donc, le prérequis, que ce soit l'un ou l'autre, c'est le même programme. Donc, ça sera Bac plus 2. Les personnes qui n'ont pas Bac plus 2 et qui ont, là je vais dire par exemple pour le temps plein, les personnes qui n'ont pas Bac plus 2, qui ont un bac, donc vous aurez une évaluation qui ne sera pas facturée, et il y aura une évaluation pour s'assurer qu'il y aura le même niveau d'études que le groupe, pour que ça soit homogène, hein, tout simplement. Donc pour
Pour le temps plein, c'est ça. Pour le à distance, c'est la même chose, indépendamment du fait qu'il faut déjà être sur des compétences RH pour intégrer en bloc, que ce soit le diplômant ou un bloc, c'est le même prérequis. Il faut être déjà sur un vécu professionnel RH pour l'intégrer. Donc, voilà un petit peu les éléments. Et encore une fois, hein, je survole beaucoup votre conseillère attitrée, mes collègues, donc Florence Tara, Nadine Riga ou moi-même, Annie Stenzi. Donc, on sera à même d'aller vraiment dans les précisions et prendre plus de temps, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu. On m'entend. Est-ce que vous avez des questions sur quel que soit le point qu'on a pu aborder depuis le début? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur la partie, par exemple, évaluation ou accompagnement? Est-ce qu'il reste une ou deux questions? On est arrivé un peu au terme de la réunion, mais voilà, c'est bien de ne pas vous laisser partir sans avoir répondu à l'ensemble des questions que vous avez sur le moment. S'il n'y a plus de questions, ben, on va faire en sorte de vous adresser cette présentation. On vous remercie d'avoir participé à cette réunion d'information. On espère vous retrouver au sein de l'IGS en formation. Et pour clôturer, si on doit vous dire quelque chose juste pour vous quitter, prenez vraiment bien soin de votre candidature, soignez bien cette candidature et préoccupez-vous au plus vite de vos financements. Voilà, pour avoir le maximum de chances de pouvoir intégrer le titre. Ben, Annie, on a terminé. Oui, voilà. Bah, écoutez, à très bientôt pour les personnes que j'accompagne, du coup. Et puis, bonne journée à vous. Et vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour que ça soit très clair pour vous et vous accompagner jusqu'à l'admission qu'on espère vivement à chaque fois. Voilà. Donc, à très bientôt et bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.